Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent « J'ai survécu à la psychiatrie » de Christelle Rosard. Postface de Martine Dutoit et Marie-Claude Simpé. 1,8 million de personnes sont directement concernées par la psychiatrie en France. 350 000 sont en hôpital. Pour 1000 habitants, il y aurait une hospitalisation sous contrainte. Pourtant, ce système, générateur d'exclusion sociale et de stigmatisation, domine. Internée à 16 ans, Christelle Rosard a enchaîné pendant 20 ans les hospitalisations. On l'attache, on lui injecte des médicaments, on la maintient dans un état végétatif. Elle a vu des patients rester à l'hôpital de leur adolescence à leur mort. D'autres subir peu à peu les effets secondaires des traitements. Aujourd'hui affranchie, elle nous raconte ses luttes pour retrouver son autonomie et sa place au sein de la société, dénonce les abus et les failles du système psychiatrique français, particulièrement violent. Christelle Rosard travaille pour l'association Advocacy. Elle collabore à des groupes de réflexion ou à des conférences sur la question du handicap, de la santé mentale et du droit des personnes concernées. Docteur en sciences de l'éducation, Martine Dutoit a été assistante sociale à l'hôpital Sainte-Anne. Maître de conférences et fondatrice de Advocacy, elle est l'auteure de livres et de nombreux articles sur la santé mentale et la stigmatisation. Marie-Claude Simpé est docteure en sociologie, spécialisée en politique sociale du handicap, formatrice et évaluatrice des établissements sociaux et médico-sociaux. Elle anime le collectif d'associations Urbanité. Des notes sont disponibles sur les éditions e-book et papier du livre. Introduction. Mon enfance a été brisée par ma mère maltraitante, mon adolescence et la moitié de ma vie adulte cassée par les abus de la psychiatrie. De 16 ans à 37 ans, chaque pas que je faisais était lié aux institutions qui m'imposaient leurs lois et leurs traitements. Elles étaient une prison, mais aussi un refuge. Je ne connaissais rien d'autre. Nous sommes des centaines chaque année à avoir subi et à subir encore des abus psychiatriques. Par le biais de la famille ou d'un médecin qui réclame l'enfermement. Les psychiatres s'embarrassent généralement peu de diagnostics. Notre comportement coléreux, notre résistance à la décision qu'on veut nous imposer suffisent à les convaincre. C'est une tragédie pour nous. Notre dossier psychiatrique nous suit à vie. Un dépôt de plainte au commissariat de police ne sera jamais reçu si un psychiatre ne nous accompagne pas. Si l'on veut se réinsérer, on m'a souvent dit qu'il vaut mieux dire à un futur employeur qu'on sort de prison plutôt que de psychiatrie. Nous faisons peur, et il n'y a jamais de présomption d'innocence. C'est un casier psychiatrique qui nous empêche de vivre normalement. Toutes ces années, je n'ai été ni écouté, ni aidé, ni conseillé. Mon seul moyen de défense était la colère. Je me faisais du mal à moi-même, je cassais les objets. J'étais révolté, et je le montrais en grandissant par mes propres moyens. J'avais conscience que j'étais victime d'une injustice, et j'affrontais les autorités du Centre médico-psychologique, CMP, de Maison Blanche, du Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, CATTP, et de l'établissement de services d'aide par le travail, ESAT. Je voulais leur prouver que j'étais comme n'importe qui d'autre, que je pouvais être autonome et indépendante. Dans l'ESAT, je n'étais qu'une femme avec un handicap et un dossier psychiatrique, troubles graves du comportement et de la personnalité liés à une carence affective précoce. Selon ma psychiatre, je ne pouvais pas travailler en milieu ordinaire. J'ai fait 10 ans en ESAT, et j'ai vécu pendant plus d'une quinzaine d'années avec ce diagnostic. Il m'a fallu des rencontres en dehors du système, celles de l'association Advocacy et surtout des personnes qui y travaillent, pour comprendre que je pouvais me réinsérer, canaliser la colère et la haine emmagasinée, m'exprimer autrement que par la violence et les insultes. Les institutions ne m'ont pas aidé à m'en sortir, elles m'ont maintenu sous leur joug et ne m'ont offert aucune solution, malgré ce qu'elles prétendaient. Il ne s'agit pas de dire que toute psychiatrie est mauvaise, elle est sans doute parfois nécessaire, et peut-être l'a-t-elle été pour moi à un moment donné.
Mais le système tel qu'il est conçu, médicaments comme seule réponse thérapeutique, isolement, enfermement, etc., est la plupart du temps nuisible. C'est ce que me confirment beaucoup de cas auxquels je suis confronté en travaillant à Advocacy. S'il y a parfois maladie, il y a aussi souffrance, besoin d'écoute et de soutien psychologique plutôt que médical. Les institutions psychiatriques l'oublient souvent. Si mon histoire personnelle avait été prise en compte, aurais-je passé 20 ans de ma vie soumise à la psychiatrie? J'avance pas à pas, et en même temps que je reprends le contrôle de ma propre vie, je mesure l'ampleur des dégâts de la psychiatrie et des enfermements abusifs, qui ne sont pas des cas isolés. J'apporte au mieux mon aide aux gens qui viennent ou appellent l'association, et leur propre histoire est souvent un écho à la mienne. J'ai eu la chance d'attraper des mains qui m'ont fait confiance, j'espère que d'autres l'auront. Et que ce livre, à travers ma propre histoire, apportera à chacun un éclairage sur ce qui se passe et dont personne ne parle, ni les infirmiers, ni les psychiatres, ni les victimes des abus de la psychiatrie. Chapitre 1 « Sur un toit brûle ma vie ». J'avais 16 ans, l'esprit intoxiqué par une enfance qui n'en avait pas été une. Un mal-être qui rongeait mon ventre et que je ne pouvais exprimer que par l'agressivité. On ne m'avait pas appris à faire autrement. Je ne savais pas qu'on pouvait faire autrement. Est-ce moi qui ai refusé d'écouter, enfermé sur moi-même, ou les autres qui n'ont pas voulu voir? Aujourd'hui, je me dis qu'il y avait un peu des deux. J'ai parfois espéré de l'aide sans avoir à la réclamer. Ma détresse me paraissait visible. J'ai d'autres fois été la responsable de mes échecs. Je réduisais à néant mes propres efforts pour m'en sortir. Comme un instinct autodestructeur plus fort que ma volonté. Pendant des années. Un manque de confiance provoqué par une enfance maltraitée, et par un sentiment inconscient que peut-être, effectivement, je n'étais bonne à rien. La spirale familiale a entraîné la spirale psychiatrique. Et la spirale psychiatrique a commencé ce jour-là. Le jour de la bagarre de trop, celle qui m'a entraîné sur le toit du foyer de d'Enfer Rochereau pour m'apaiser, réfléchir, me reprendre. Mes mains tremblaient. Mais je savais que j'avais eu raison. Nous étions tous des adolescents perdus et en souffrance dans le foyer. Certains plus fragiles que d'autres. J'avais mes amis et mes ennemis. Je ne supportais pas qu'on s'attaque à plus petit que soi. Je ne m'entendais pas avec Luc, et il s'en est pris à une fille plus jeune et vulnérable. Je me suis jeté sur lui. Nous nous sommes battus avec nos poings et nos pieds. J'aurais pu le griffer et le mordre. J'étais habité par la violence. Une violence que je gardais la plupart du temps, au fond de moi, ou que je manifestais envers les objets. Jamais gratuitement sur quelqu'un. On nous a séparés. On nous a menacés d'appeler la police. Je me suis enfui, je suis monté sur le toit du foyer. J'ai laissé le grondement intérieur se calmer. Je me suis dit qu'il fallait que je parte. Quitter cet endroit. Cela faisait plus d'1 an que je passais d'un foyer à l'autre, au gré de mes comportements et des places disponibles. J'avais sabordé ma chance de m'en sortir grâce au Cap-Papeterie, à cause de certaines de mes frasques. Depuis, plus rien ne m'arrivait de bon. J'étais déscolarisé, je traînais dans le foyer sans savoir quoi faire de moi, et sans que les éducateurs ne le sachent très bien non plus, j'imagine. Là-haut, sur le toit, ça m'est apparu comme une évidence. Je n'avais plus rien à faire ici. Les adolescents manifestaient de l'antipathie les uns envers les autres, les éducateurs ne pouvaient plus m'aider, et j'étais rebelle à leur autorité. Tout ça ne m'apportait rien, et était néfaste pour moi. Je suis redescendu dans ma chambre, j'ai réuni toutes mes affaires. Mais Monsieur Olivier, l'un des éducateurs, m'attendait déjà, accompagné par des policiers. J'ai voulu résister, m'échapper. Mais c'était d'avance peine perdue. J'avais été prise par surprise, et ils étaient trop grands et trop nombreux pour moi. Je m'étais battue, et maintenant, j'étais bonne pour le poste. Ce n'est pas au commissariat qu'ils m'ont conduite, mais à l'hôpital Sainte-Anne. Qu'est-ce que je faisais là? Ils m'ont emmené au service psychiatrique. Plus nous avancions, plus je me repliais sur moi-même. J'étais en terrain hostile, et je pressentais la catastrophe.
J'ai été reçu par un psychiatre. Je n'ai pas décroché un mot. Il a décidé de m'hospitaliser à Maison-Blanche. En hôpital psychiatrique pour une bagarre. Ça n'avait pas de sens. Aujourd'hui, plus de 20 ans après, dossier psychiatrique en main, j'ai compris que mon internement avait été demandé par Monsieur Olivier. J'ai compris aussi que je n'avais, dès l'origine, aucune raison d'être là. Le foyer n'était pas une réponse pour moi, alors on m'a envoyé en psychiatrie. Je n'y avais pas non plus ma place, mais on m'en a trouvé une. Chapitre 2, Ma Maison Blanche. Le centre hospitalier de Maison Blanche était composé d'un immense parc, dans lequel se promenaient les patients, seuls ou accompagnés par les infirmiers, d'une morgue et de ce qu'ils appelaient des pavillons, où nous cohabitions. Chacun des pavillons correspondait à un secteur de Paris, chaque secteur à un arrondissement de la ville. Ils étaient indépendants, les uns des autres. Nous n'avions a priori pas le droit de nous rendre dans un pavillon qui n'était pas le nôtre, et nous ne croisions jamais leurs habitants, en dehors du parc. J'avais été assigné au pavillon 44. C'était un vieux bâtiment, complètement délabré. Celui-là et certains autres ont été refaits depuis, mais je garde le souvenir intact des murs décrépits des cellules, des carreaux cassés, des portes qui s'ouvraient d'un coup d'épaule, de l'atmosphère sinistre. Quand on entrait, l'escalier était à droite, un bureau se situait en face. Sur la gauche des escaliers, une cuisine et un grand réfectoire. Celle-ci s'ouvrait sur une salle de repos ou d'activité dans laquelle il y avait, entre autres, une télévision, et dont une porte donnait sur l'extérieur. Il y avait également une salle de réunion. À l'étage, sur la gauche, un petit couloir menait vers une première chambre d'un côté, la pharmacie de l'autre. Un peu plus loin, une première chambre d'isolement. Elle donnait la chair de poule. Il n'y avait pas de lucarne ni de poignée sur la porte, et les fenêtres en étaient toujours fermées. Un homme était presque en permanence prisonnier de cette cellule. Au début, je n'en dormais pas la nuit, d'autant que ma chambre était l'une des deux pièces suivantes. Mon lit était cloué au sol, la porte était munie d'une ouverture spéciale. Elle pouvait également faire office de chambre d'isolement. Plus loin, le dortoir. Puis les douches, les lavabos et les toilettes communes. C'était un pavillon d'adultes. Je n'ai jamais su pourquoi je n'avais pas été placé au pavillon des adolescents, situé un peu plus loin. Mais du coup, peut-être parce qu'on me considérait comme trop jeune, je ne dormais pas avec les autres. Nous étions plus d'une centaine de patients dans ce pavillon. Certains ne restaient pas longtemps et étaient rapidement remplacés, d'autres étaient là depuis des années. J'ai rencontré Madame Claire le lendemain de mon arrivée. Elle était accompagnée d'un interne, Monsieur Bertrand. J'ignorais encore que ce serait elle, ma psychiatre. Pour les nombreuses années à venir. J'étais renfermé, pleine d'incompréhension, hérissé dans mon silence pour mieux me protéger de toutes leurs analyses. Je ne les ai pas regardés, je n'ai pas décroché un seul mot. Ils n'ont pas insisté. Ils ne m'ont pas mise sous ordonnance. Cette décision m'importait peu, je ne savais pas encore ce qu'était un traitement psychiatrique, ni que la majorité des patients en subissaient un. Aujourd'hui, cette décision m'interpelle. S'était-il rendu compte que je n'avais pas vraiment ma place ici? Mais dans ce cas, pourquoi m'ont-ils gardé? Pourquoi n'ont-ils pas signé immédiatement ma sortie définitive? Autour de moi, je voyais des gens étranges. Des gens obèses qui bavaient, d'autres qui disaient des choses sans queue ni tête. Beaucoup semblaient complètement idiots. Il y avait aussi ceux qui se faisaient du mal. Certains n'avaient pas le droit de sortir. Ils erraient toute la journée en chemise de nuit ou pyjama dans les couloirs, comme les fantômes d'un manoir hanté. J'en avais des frissons le long de l'échine. Je ne les connaissais pas encore, j'ignorais comment fonctionnait le système. Je venais d'arriver, et ce que je voyais ne ressemblait à rien de concevable. J'étais chez les fous. Malgré ce sentiment d'irréalité, les premiers jours à Maison Blanche ont été pour moi des moments de bonheur. J'avais le droit de circuler dans le pavillon, et dans le parc, je jouais avec les infirmiers au tennis, je bénéficiais d'un petit déjeuner spécifique,
pendant que les autres devaient avaler leurs médicaments et ne pas rechigner devant leur assiette. Plus tard, je pourrais même préparer un repas en l'honneur d'une de nos infirmières qui quittait le service. J'étais toujours aussi farouche, mais je disposais d'une certaine liberté qui allégeait un peu mon ventre noué par des années de torture, par des souvenirs traumatisants sur lesquels je n'avais pas encore su mettre de mots. Avec 4 autres patients de mon pavillon, nous avons tout de suite formé un bon petit groupe, très proche. Tous avaient des traitements légers, nous nous entendions bien et mettions une ambiance joyeuse dans le triste bâtiment. Les infirmiers nous laissaient tranquilles. Le parc et le réfectoire étaient nos terrains de jeu, tandis que nous faisions de longues parties de Scrabble ou de cartes dans la salle d'activité. J'ai aussi fait la connaissance de Darwin. Il avait 32 ans, mais nous nous sommes tout de suite liés d'une amitié sincère et profonde. Il faisait partie du pavillon 41. Nous nous étions rencontrés dans le parc. Sa carrure imposante, son regard réfléchi et lucide, m'avaient immédiatement mis en confiance. Il avait été placé en psychiatrie pour dépression, après le décès de son père. Je ne connais pas exactement son histoire. Nous ne parlions pas de nos vies ni des raisons pour lesquelles nous étions internés. Nous préférions rire et nous amuser ensemble, comme pour contrer l'atmosphère lourde de l'hôpital et oublier où nous étions. Autant que possible, je le rejoignais dans la salle d'activité de son pavillon, où nous faisions des parties de tarot jusqu'à en avoir marre ou jusqu'à ce qu'on me vire du bâtiment. Sa façon de jouer était bien plus intelligente que celle des infirmières du pavillon 44, et lorsque ma stratégie était mauvaise, il m'expliquait pourquoi au lieu de s'énerver, contrairement à elle. Il n'hésitait jamais à adresser aux équipes médicales le fond de sa pensée, et il m'a toujours protégé et défendu. J'avais souvent l'impression qu'il y avait mal donne dans la distribution des rôles. Mais mon agressivité était là, latente, et les comportements de certains patients étaient aussi néfastes pour eux-mêmes que pour les autres. Les infirmiers devaient courir après certains pour les enfermer. Des cris parvenaient parfois des cellules d'isolement. Le bruit était permanent dans le pavillon ou dans le parc. Il y avait cette fille qui parlait une langue qu'elle était seule à comprendre. À moins que le temps et les médicaments lui aient fait perdre son élocution. Un jour, elle s'est mise à tourner autour de moi, en répétant toujours la même chose, quelque chose qui ne signifiait rien. Une ritournelle incessante qui a fini par me donner la nausée et m'exaspérer. J'avais l'impression que j'allais devenir folle si elle ne s'arrêtait pas. Je lui ai demandé qu'elle me laisse tranquille. Mais elle insistait, elle me suivait et délirait encore et encore. Alors, je me suis énervé. Je l'ai insultée. Puis tapé. La colère était montée malgré moi. Nous nous sommes battus, nous avons crié, les autres patients aussi. Des infirmiers se sont précipités pour nous séparer. J'ai entendu la voix de ma psychiatre. Faites-lui une injection pour la calmer. C'était de moi qu'elle parlait. Qu'est-ce que c'était qu'une injection? Les infirmiers me maintenaient fermement par les coudes. Ils avaient une sacrée poigne, et moi, j'avais l'impression d'être une criminelle. Ils m'ont ramené dans ma chambre. J'ai senti que ça ne présageait rien de bon. L'angoisse a commencé à me gagner. Ils m'ont allongé sur le ventre et ont baissé mon pantalon. Je me suis senti humilié. J'ai vu une aiguille fine et immense s'élever devant moi. J'ai paniqué pour de bon. Je me suis débattu comme une furie, mais ils étaient plusieurs, plus grands, plus costauds. Autant chercher à lutter contre un éléphant. Alors j'ai hurlé, non. Je ne veux pas. Ils m'ont piqué. Ma vue s'est brouillée sous l'effet du médicament. Je me suis senti partir. J'ai juste eu le temps de les voir fermer la porte de ma chambre. Je m'étais retrouvé à l'hôpital psychiatrique pour une bagarre. Je me retrouvais sous traitement à cause d'une autre bagarre. Mon propre comportement semblait me nuire, et je n'en avais pas conscience. Mais pourquoi me faire ingurgiter des médicaments? Pourquoi ne pas avoir essayé de communiquer avec moi? J'étais buté mal dans ma peau, l'esprit en bazar, le corps en souffrance. Je ne savais pas parler, ni toujours regarder les gens dans les yeux.
Mais je crois que je n'ai pas alors non plus trouvé la main tendue qui aurait pu me sauver de moi-même. Et désormais, de la psychiatrie. Darwin, pour me mettre du baume au cœur et me faire rire, me racontait ses propres luttes contre les injections. Il cassait les portes, jetait les chaises, les tables. Je change la géographie du mobilier, disait-il. Les infirmiers avaient tellement peur de sa force et de la facilité avec laquelle il détruisait tout sur son passage, qu'ils préféraient finalement attendre qu'il se calme de lui-même. J'aimais cette force et cette absence de docilité. Nous rions beaucoup et oublions un peu nos souffrances. Dans cet esprit d'espièglerie, j'ai emprunté un jour avec une autre patiente le vélo d'une des infirmières. Nous avons fait la course dans le parc. Mais je suis tombé, et je me luxais l'épaule. L'infirmière qui m'a récupéré était furieuse. Il a fallu m'emmener aux urgences. Là-bas, j'ai rencontré un garçon qui venait aussi de la psychiatrie. Il s'est adressé à moi à voix basse. « Tu viens d'où, toi ?»« De Maison Blanche. »« Moi, de Villévrard. »« Surtout, n'y va jamais. »« Pourquoi ?»« Il y a trop de morts. » J'ai tressailli. « Comment ça, trop de morts ?»« À cause des médicaments. » Il ne m'a rien dit d'autre. Nos infirmiers respectifs se rapprochaient. Est-ce qu'il était fou? Est-ce qu'il disait vrai? C'était la première fois qu'on me disait que les médicaments pouvaient être dangereux. Je ne savais pas si je devais le croire, mais ces dires m'ont suffisamment interpellé pour que je devienne méfiante. Je voyais Madame Claire une fois par semaine, mais elle ne cherchait pas à rompre mon mutisme. Elle se contentait de me demander « Comment ça va aujourd'hui ?» puis de modifier mon ordonnance selon mon comportement quotidien ou son propre jugement. Pourtant, j'avais réussi à lui parler de mon histoire. Mais les faits n'étaient pas analysés. Ils n'étaient pas reliés à ma situation actuelle, ni à un quelconque moyen de la résoudre. C'est une psychothérapie qu'il m'aurait fallu. Je l'ai demandée à une époque. Je ne l'ai jamais obtenue. En revanche, des injections et des médicaments, ça oui. Je ne savais même pas ce qu'elle me prescrivait. Je décryptais les changements de dose ou de comprimés selon mes réactions. Prise de poids, endormissement, amoindrissement de ma faculté à parler, à rester concentré, à lire, à écrire. Lorsque je sentais que les effets étaient trop dévastateurs, je demandais à changer de traitement ou de quantité. Quelquefois, Madame Claire acceptait. Si ce n'était pas le cas, je plongeais dans des colères terribles. Je me frappais la tête contre les murs. Je jetais contre le sol les chaises, les tables, les objets. C'était ma seule façon de résister, et ça répondait aussi à un besoin d'exprimer mon malaise. Je ne voulais pas finir en légumes, je ne voulais pas comater à longueur de temps sur mon lit. J'étais marqué par l'une des patientes, une jeune fille qui restait toute la journée assise sur les marches du pavillon. Elle était arrivée presque en même temps que moi à Maison Blanche, joyeuse et pleine de vie. Maintenant, elle était énorme, les yeux bovins, la bouche entr'ouverte, la bave au bord des lèvres. Elle ne bougeait pas, ne réagissait pas à ce qui se passait autour d'elle. Elle était devenue sauvage. Elle qui était si jolie à son arrivée. Je ne pouvais m'ôter de la tête que c'étaient les traitements qui l'avaient détruite. Que la psychiatrie était responsable de son état. Et j'avais l'impression que moi aussi, la psychiatrie voulait m'anéantir maintenant qu'elle avait découvert mon agressivité. Je le sentais chaque fois que les infirmiers m'obligeaient à ouvrir la bouche pour vérifier que j'avais bien avalé mes médicaments, chaque fois qu'ils me faisaient une injection ou m'isolaient. Alors je pensais de toutes mes forces à cette jeune fille sur les escaliers. Je ne voulais pas lui ressembler, je ne voulais pas qu'il m'arrive la même chose. La psychiatrie était mon ennemi autant que j'étais la mienne propre. En luttant contre elle, peut-être que c'est contre moi-même que je luttais contre mes propres démons. Mes démons, qui m'avaient appris à me faire du mal. Autour de moi, beaucoup de patients se scarifiaient. Au pavillon 44, je m'étais lié avec Florence. Elle était là depuis son adolescence et n'avait jamais vécu depuis dans le milieu ordinaire. Pas de travail, pas de famille, pas d'enfants. Nul autre horizon que les couloirs moroses,
les fenêtres fermées à clé et le parc de Maison-Blanche. Elle haïssait le milieu psychiatrique, mais c'était aussi le seul lieu de vie qu'elle connaissait. Elle en était dépendante et y avait créé son chez-soi. C'était une femme posée, très ordonnée et très proprette. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.